Alors, je vais présenter nos invités. Donc, Jamel, toi, tu es à la tête de l'intelligence artificielle chez Orange Bank. Tu as notamment travaillé sur le lancement de Jingo, qui est un assistant virtuel qui a été intégré à l'offre 100% mobile d'Orange Bank. Donc, fin 2017. Merci d'être avec nous. Xavier, toi, tu es tout d'abord un entrepreneur. Ta société a été rachetée par Match Group, qui est donc le groupe derrière Mythic, en 2016. Et tu as travaillé sur Lara, qui est une expérience conversationnelle chatbot, en 2016. Pour donner un petit peu de contexte, est-ce que vous pouvez nous présenter, dans les grandes lignes, Lara et Jingo ? Je commence par Jingo. Je vais être galant, je vais laisser Lara parler en premier. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Merci à Advice pour l'invitation. En effet, ma start-up s'est fait racheter par Mythic Group, qui est donc la division européenne du groupe Match, qui est leader mondial de la rencontre, en 2016. Et on a travaillé sur un chatbot qui s'appelle Lara, en effet. Et on a commencé par un cas très simple, qui est le cas, qui est un cas business important pour la rencontre, qui est l'acquisition d'utilisateurs. La rencontre, c'est un des rares business dans le monde dans lequel un client satisfait est un client qui s'en va. Donc l'acquisition d'utilisateurs est clé dans le business. Et donc on a commencé un petit peu un premier test d'un chatbot qui permet finalement, comme un formulaire d'inscription sous la forme d'une ergonomie conversationnelle. Et en fait, ce premier test a montré, de manière presque contre-intuitive, puisqu'il y avait plus d'étapes, que ça a marché très bien et que le taux d'inscription était, sur certains canaux, supérieur au passage par un formulaire classique. Et donc, de fil en aiguille, on s'est focus vraiment sur ce projet et on a développé des nouvelles langues, des nouveaux cas d'utilisation. Au-delà de l'acquisition d'utilisateurs, on a fait du matchmaking, on propose des profils en demandant de décrire sa personne idéale, un petit peu de customer care sur un cas précis qui est la perte de login mot de passe. On donne également des conseils. On a également diversifié dans toutes nos marques et toutes les langues au sein de toute l'Europe, aujourd'hui on est présent dans près de 10 langues. Et on en parlait justement avec Jamel, les différentes langues, c'est un vrai challenge pour nous tous. Et également sur différents canaux, donc Messenger, également sur nos sites, l'ensemble de nos sites et applications. Et le petit dernier, on lui a donné de la voix, puisque aujourd'hui, c'est un concours de circonstances, nous sortons notre version sur Google Home. Donc pour ceux qui ont un Google Home chez eux, vous dites « Ok, je veux parler avec Mythic », je veux parler avec Lara de Mythic, et je vous laisserai découvrir la suite. Voilà. Et aujourd'hui, pour finir, elle parle à un peu plus de 300 000 utilisateurs chaque mois en Europe, notre chatbot. Jingo ? Très bien. Donc, je vous donne un petit peu de contexte. Donc, Orange Bank est une banque qui a été lancée par le groupe Orange. Et la volonté du groupe Orange, c'est de se différencier des banques en ligne actuelles en développant une banque qui est 100% mobile. Donc, l'idée est de pouvoir effectuer toutes les opérations que vous faites habituellement avec votre banque via votre application mobile. Donc, on n'a plus d'agence bancaire, on n'a pas de conseiller bancaire. Et donc, l'idée, c'est que toutes les opérations se font via Jingo, qui est l'assistant virtuel de l'application Orange Bank, qui permet, bien sûr, dans un premier temps, l'acquisition de clients. Mais l'idée, à terme, c'est que Jingo soit votre conseiller bancaire virtuel qui puisse gérer toutes les opérations courantes bancaires, les virements, la mise en place de crédit à la consommation, la mise en place de crédit immobilier, etc. Et donc Jingo est le seul point d'entrée de la banque. Donc quand vous voulez effectuer une opération, vous devez dialoguer avec Jingo, qui est cet assistant virtuel qui a été lancé donc, au mois de novembre 2010, comme tu le rappelais, Chloé. Et à ce jour, donc, on a à peu près plus de 100 000 clients et autour de 100 000 conversations qui sont traitées par Jingo. Et donc, sur ces conversations, vous pouvez effectuer ou faire tout type de demandes, demander à Jingo de faire des virements d'un compte à un autre, envoyer de l'argent par SMS,
ouvrir un compte, bien sûr, envoyer ses pièces jointes. Donc l'idée à terme, c'est vraiment que Jingo soit votre conseiller bancaire virtuel et permette d'effectuer toutes les opérations qu'un conseiller bancaire actuel fait ou ferait. Donc Jingo, bien sûr, se base sur de l'intelligence artificielle et il évolue tous les jours, il s'améliore tous les jours. Plus il a de conversations, plus il s'améliore. Cela fait partie de l'amélioration continue. Et il traite à peu près, donc je vous disais, il traite à peu près 100 000 conversations par mois. Et sur ces 100 000 conversations, plus de 50% d'entre elles sont traitées intégralement par Jingo. Donc ça veut dire sans intervention manuelle. Les interventions manuelles ou les redirections vers un centre de relations sont principalement dues à des règles et des législations bancaires. Par exemple, quand des clients demandent à avoir un chèque de banque, seul un humain est habilité à ce jour à lui fournir un chèque de banque, donc Jingo ne peut pas le faire, mais ce sera certainement amené à changer. Mais l'idée est vraiment que Jingo soit l'assistant bancaire virtuel de demain. Et l'idée d'Orange et de Stéphane Richard, qui était à l'initiative de cette aventure, c'est de se dire que la différenciation par rapport aux autres offres bancaires se fait notamment par le canal de communication, qui est le canal exclusif via l'application mobile. Donc, est-ce qu'au lancement de ces bots, est-ce que vous connaissiez l'appétence de vos clients ou de vos prospects pour ce type de service, puisque donc, au départ, l'ancêtre de vos assistants virtuels, c'est, comme tu le disais, un formulaire d'inscription. Est-ce que vous êtes lancé en vous disant on y va les yeux fermés, on est sûr et certain que ça fonctionnera, ou bien est-ce que vous avez réalisé des études de marché pour vous assurer que ça correspond bien à l'attente de vos clients et de vos prospects? Alors nous, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on avait des habitudes un petit peu de start-up, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop si ça allait marcher, on n'avait aucune idée, on n'avait pas non plus lu d'études de marché parce qu'il n'y en avait pas trop en 2016. Donc on s'est dit, on va essayer de lancer le plus rapidement possible ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, qui puisse faire un service un peu minimum. Et donc on a lancé en 10 jours, en fait, on a lancé vraiment une toute première version basique, donc qui ne faisait pas du tout traitement de langage, c'était vraiment une ergonomie dans laquelle on cliquait sur des boutons et on reconnaissait des mots-clés. Donc sur Facebook Messenger, voilà, c'est ça? Exactement. Et au moment où ça s'est lancé à l'époque, et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement, comme le disait Jamel, après en faisant améliorer chaque jour, essayant de mieux en mieux détecter les intentions, mais on s'est relativement rapidement rendu compte qu'il y avait des performances intéressantes, voire très intéressantes pour l'acquisition. Parce que là, nous, on avait une métrique assez facile à mesurer, c'est le taux d'inscription. Voilà, sur X prospects arrivants, combien finissent par s'inscrire? C'est vraiment le taux d'inscription qui était notre indicateur de performance. Et on s'est rendu compte que ça marchait. Et donc, on a continué. Et pourquoi ça marche? Pourquoi est-ce que tu penses que quelqu'un qui va être face à une expérience avec un chatbot va être plus à même de s'inscrire sur un service qu'un formulaire classique sur un site web? Alors, je pense qu'il y en a qui préféreront passer par un formulaire classique. Je pense que ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, donc il faut donner les deux options. C'est un petit peu difficile de répondre de manière définitive à cette question. Le fait est que les chiffres ont montré que ça marchait, ça a donné des bonnes performances. Je pense que c'est lié au domaine, déjà. Le dating, la rencontre, c'est quelque chose qui est... Peut-être que les choses seraient différentes dans d'autres domaines d'activité. C'est quelque chose peut-être de plus intime et dans lequel le fait d'avoir une ergonomie conversationnelle correspond peut-être mieux et plus engageant pour l'utilisateur. Ça permet aussi de répondre à certaines requêtes. L'utilisateur, s'il pose des questions, on peut lui répondre tout en le remettant, entre guillemets, dans le droit chemin, c'est-à-dire dans le processus d'inscription. Donc ça permet plus de facilité. D'un point de vue technique aussi, ce qui est intéressant dans un ergonomie conversationnelle, c'est qu'on peut très rapidement itérer sans développeur technique. C'est-à-dire que faire évoluer la conversation, changer le ton, ça peut être fait quasiment en quelques heures. Donc on peut très rapidement faire évoluer la chose pour l'améliorer de manière continue. On peut aussi la personnaliser, c'est-à-dire pour tel ou tel type d'utilisateur, dire tel ou tel type de message. Donc je dirais que d'un côté, c'est adapté à notre secteur d'activité. De l'autre, c'est un outil qui permet de rapidement s'adapter à l'utilisateur, à personnaliser le parcours pour l'utilisateur et pour nous d'aller plus vite pour le faire évoluer.
tout ce mélange a fait que, plus le fait que les gens en parlaient, donc il y avait peut-être un phénomène de curiosité au début, même si ça continue à marcher aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, dans notre cas, il se trouve que ça marche mieux. Vous parlez tous les deux de personnaliser l'expérience, de faire en sorte que le visiteur il arrive au bon endroit. Est-ce que vos bots, ils ont une personnalité ? Est-ce qu'on dit qu'il y a des intentions, qu'ils parlent différemment à telle ou telle personne ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de personnalité ? Alors, malheureusement pour moi, je suis dans un domaine qui est le domaine bancaire, où du coup, on a quand même des contraintes assez fortes. Donc, du coup, il doit avoir une tonalité quand même qui ressemble à la tonalité d'un banquier. Donc, je dis toujours Jingo, et c'est quelque chose qui me déçoit un petit peu, il parle comme un banquier. Donc, quand vous allez lui poser une question, il va vous faire une réponse qui va faire 4 lignes et qui va vous répondre un peu comme un banquier, parce qu'il y a des contraintes de conformité. Et donc, en fait, toutes les réponses que sont apportées par Jingo sont validées par la conformité qui vérifie à la virgule près que les informations qui soient données ne soient pas potentiellement préjudiciables pour la banque. Donc il y a des fortes contraintes légales qui font que Jingo parle comme un banquier, mais on essaie tous les jours de le rendre un peu plus jovial et un peu plus amusant. Pour répondre à la question précédente sur les études de marché qui auraient été faites, en fait, le pari que fait Orange Bank, c'est de se dire que Orange Bank est une banque disruptive. Et la disruptivité passe justement par de nouveaux services. Et l'assistant virtuel est un nouveau service que, à ma connaissance, aucune banque actuelle n'a lancé, en tout cas en France. Et le deuxième argument pour dire pourquoi on a lancé un assistant virtuel, c'est que les ambitions d'Orange Bank sont quand même assez élevées. Donc on souhaite acquérir 2 millions de clients. Donc là, on en a 100 000. On souhaite acquérir 2 millions de clients dans les 5 prochaines années. Et qu'on a des problématiques de big data, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer 2 millions de clients avec des conseillers humains. Pour l'instant, on a, dans notre centre de relations clientèle, on a 300 personnes qui n'arrivent pas à traiter toutes les demandes provenant de 100 000 clients. Donc, quand on aura 2 millions de clients, ce sera impossible à les faire traiter par un centre de relations clientèle, sauf à multiplier par 10 ou par 100 les effectifs, ce qui n'est pas envisagé. Le deuxième point et l'intérêt que nous avons sur les chatbots, sur les agents conversationnels, c'est évidemment ce qui intéresse beaucoup de sociétés, la disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas d'autres banques où du coup les centres de relations clients sont disponibles que du lundi au samedi, de 8h à 20h. Donc ça, c'est un des facteurs assez différenciants. Et le troisième point, c'est vraiment la partie innovation qu'au sein d'Orange Bank, on souhaite pousser en développant des usages et des produits innovants qui se basent notamment sur les dernières technologies. Alors, je comprends, ça répond à des enjeux business très forts. Néanmoins, ces derniers temps et depuis le lancement des chatbots, notamment dans le secteur de la relation client, on est face parfois à des interrogations, un peu des sujets de friction avec donc ces conseillers humains qui peuvent craindre de se faire remplacer par des intelligences artificielles. Comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus ? Est-ce que vous avez un accompagnement au changement auprès de vos équipes ? Comment ça a été perçu en interne ? Alors, de notre côté, donc, on a à peu près 300 personnes qui travaillent au centre de relations clients. Et l'intégration de Jingo s'est faite de façon très, très aisée, dans le sens où Jingo est considéré comme un des 300 conseillers. Et le centre de relations clients a adopté Jingo très, très rapidement parce qu'ils ont vu que Jingo était le premier conseiller. Donc c'est le premier conseiller en termes de volume
traiter. Donc, il traite plus de 100 000 conversations par mois. Et c'est le premier conseiller également parce que c'est le seul point d'entrée de la banque. Donc, si vous voulez dialoguer avec un conseiller humain, même si vous ne souhaitez pas parler avec Jingo, vous devez passer par Jingo. Donc, c'est le premier point d'entrée et c'est le conseiller qui traite le plus de conversations. Après, le second point d'adoption est que Jingo permet de traiter des tâches à faible valeur ajoutée et que du coup, les conseillers se concentrent sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et donc, je dirais la combinaison entre Jingo et les personnels humains du centre de relations clients est très très bonne. Et on travaille en fait en collaboration, c'est-à-dire que le centre de relations clients est un input pour Jingo pour identifier des problématiques que Jingo n'identifie pas, pour automatiser au maximum les tâches à faible valeur ajoutée. Par exemple, une tâche à très faible valeur ajoutée et qui arrive souvent et dans beaucoup de domaines, c'est que les clients ont tendance à perdre leurs identifiants et leurs mots de passe et que de contacter un humain pour lui demander de fournir ses identifiants, ce n'est pas une tâche à forte valeur ajoutée et les personnels du centre de relations clients préfèrent travailler sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc je dirais qu'il n'y a pas de conflit entre Jingo et notre centre de relations clients, mais il y a plutôt une bonne collaboration et on travaille en bonne intelligence entre ces deux aspects. Sachant qu'on développe une IA, mais qui est human-centric, c'est-à-dire qu'on souhaite que l'intelligence artificielle aide les humains, mais ne les remplace pas, et donc soit un support. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les personnels du centre de relations clients souhaitent avoir un Jingo pour les collaborateurs. Ils souhaitent avoir également une version qui les aide à répondre plus rapidement aux questions que leur posent les clients. Les défis de Lara, quels sont-ils aujourd'hui auprès des usagers ? Alors, il y en a plusieurs, en effet, et juste pour rebondir justement à ce que vous disiez, d'un côté, vous avez effectivement le cas qui est le plus utilisé, qui est le cas de la relation client, sur lequel nous, on a pour l'instant fait le choix de l'utiliser dans un cas très précis, c'est la personne qui a perdu son login mot de passe. Et la gestion de la relation client, c'est l'équipe service client qui justement va prendre en main, et je pense qu'elle sera amenée à faire des annonces pour montrer comment un chatbot peut travailler en bonne intelligence avec des agents humains. Justement, l'objectif, c'est de proposer un meilleur service aux clients. Et certaines requêtes pourront être traitées par la machine et d'autres, effectivement, doivent être traitées par des humains. Donc l'idée, c'est vraiment juste de proposer un meilleur service. Et une autre partie de ce sur quoi on travaille, qui là ne remplace pas d'humain, mais qui est là pour proposer une ergonomie, un service différent que ce que propose, par exemple, l'application. Par exemple, si vous pouvez faire une recherche aujourd'hui sur l'application via des critères, mais vous pouvez aussi parler à Lara en décrivant votre personne idéale. Donc l'idée, c'est de proposer un service innovant, une nouvelle ergonomie, qui est complémentaire de l'ergonomie que vous pourrez trouver sur une application, sur un site, qui est une ergonomie conversationnelle, qui ne s'adaptera pas forcément à tout. Par exemple, swipe left ou swipe right, ça sera toujours plus efficace de le faire directement sur la photo. En revanche, poser des questions sur, peux-tu me conseiller un lieu où est-ce que je pourrais aller pour mon date ce soir ? Ou donner des conseils sur quel type de message je pourrais envoyer, ce genre de choses, et s'appuyer sur des conseils en commun. Voilà, nous, on pense que le défi de Lara, elle doit être là pour accompagner l'utilisateur, pour lui permettre d'être dans un état d'esprit positif dans la rencontre, et l'aider au mieux à trouver sa personne, à trouver son ou sa future partenaire. Donc c'est ça son défi. Facitateur. Un coach de rencontre virtuelle. D'accord. De qui on s'entoure pour créer des expériences comme Lara et Jingo ? Ça a l'air assez facile comme ça, la manière dont vous en parlez, presque rapide aussi. Vous avez évoqué des délais qui sont en fait assez courts. Comment ça marche ? Alors, juste, les délais très courts, c'était pour une version très, très minimale. D'accord. Mais je pense que Jamel sera d'accord avec moi, c'est très difficile, c'est très long, et c'est un challenge. Et souvent, d'ailleurs, il y a une attente des utilisateurs qui sont nourris des films de science-fiction et qui s'attendent, c'est vrai, à un vrai humain. Et la réalité fait que être capable de comprendre ce que dit l'utilisateur en étant capable de garder en mémoire le contexte, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais effectivement, il faut des talents pour y arriver. Et nous, le type de talent avec
avec qui on travaille pour développer ça, c'est d'abord bien entendu des data scientists, donc des experts en AI qui vont être capables de détecter les intentions et de comprendre le langage humain pour en extraire des intentions ou ce qu'on dit des entités. Il y a bien entendu des développeurs, donc qui vont faire en sorte que la machine fonctionne bien, que les messages soient développés sur les bons canaux, de développer les outils pour permettre de faire en sorte que tout marche correctement. Et un nouveau métier, d'ailleurs je suis en train de recruter ce profil, ce qu'on appelle nous un ergonome conversationnel, un chatbot ergonomiste, et dont le métier, ça va être, une fois que l'utilisateur a dit une phrase et que le data scientist l'a traduit en un concept informatique, du langage machine, eh ben, ça va être de décider, voilà, qu'est-ce que je dis en fonction de tel ou tel contexte, comment je vais répondre, et il va donc construire des scénarios conversationnels en fonction de là d'où vient l'utilisateur, de qui est l'utilisateur, de ce qu'il a dit avant. Et ça, effectivement, c'est très difficile, ça prend du temps. Donc, on essaye d'y aller modestement. Sur des cas, souvent, il vaut mieux essayer de commencer par des cas simples, sur des besoins dont on sait qu'on pourra les traiter. Et c'est petit à petit, de fil en aiguille, qu'avec ce type d'équipe, on peut réussir à traiter de plus en plus les requêtes des utilisateurs. Vous êtes combien donc chez Mythic à travailler sur ce sujet ? 6 en tout. Donc il y a un data scientist qui est en fait un chercheur qui est en thèse sur ces problématiques-là, 3 développeurs, un chatbot ergonomiste, donc comme je vous disais, et moi, qui essaye de faire en sorte que tout le monde travaille bien. Et chez Orange Bank, comment ça se passe ? Alors chez Orange Bank, on est actuellement, et c'est en croissance, d'ailleurs on recrute, on est une équipe de 12 personnes, et je pense qu'on a les mêmes profils qui viennent d'être décrits, c'est-à-dire on a besoin de data scientists qui sont capables de développer des algorithmes d'IA et de développer la technologie. On a des gens qui, du coup, ce que tu appelles des ergonomes, qui développent du coup les spécifications des dialogues. Et il y a une grosse partie également, et qui est importante et qui n'est pas négligée, qui est les analystes qui analysent, je dirais presque quotidiennement, les logs de conversation pour identifier et mesurer les intentions qui sont sous-performantes ou des thématiques qui ne sont pas couvertes par Jingo. Un exemple qui est apparu assez récemment chez nous était qu'il fallait faire une mise à jour de l'application pour avoir des nouvelles fonctionnalités. Or, dans Jingo, aucune intention n'avait été développée pour reconnaître des questions sur comment je mets à jour mon application, etc. Et c'est en analysant ces logs qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes posaient la question à Jingo de savoir comment on mettait à jour son application, si on était sur iOS ou sur Android. Et donc, du coup, on a dû faire une augmentation du périmètre en développant des intentions spécifiques là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne pourra pas se passer d'analyse humaine. On peut faire des évaluations automatiques pour mesurer la précision, la pertinence ou la F-mesure des intentions, mais les questions qui ne sont pas couvertes par votre chatbot, vous ne pourrez pas les identifier de façon automatique, et on a besoin d'analystes pour pouvoir identifier ces problématiques. Et ça rentre dans le cadre de l'amélioration continue. C'est-à-dire que quand la banque a lancé son projet de chatbot, il n'y avait pas de corpus réel, il n'y avait pas de vérité de terrain. Donc on n'avait pas de données collectées. Donc ça a été développé avec des données qui ont été simulées par la banque. Donc c'est des données que j'appelle synthétiques, ou de synthèse. Et donc du coup, quand la banque a ouvert, il y a eu beaucoup de mises à jour et de réentraînement des intentions pour qu'on puisse aligner avec la façon dont les clients s'expriment et les thématiques que les clients expriment dans les conversations, qui sont assez difficiles à prévoir
a priori. Donc c'est un travail qui est fait a posteriori, mais quand vous ouvrez un service comme ça, et je pense que c'est la même chose pour toi de ton côté, ce qui est très très important, c'est d'analyser les logs de façon très fréquente pour identifier les performances et voir où sont les intentions qui ne fonctionnent pas bien, ou quelles sont les intentions qu'il faut retravailler, ou celles qu'il faut développer pour que votre chatbot puisse répondre au maximum de questions ou d'intentions des utilisateurs et des clients. Alors là, on parle de mesure de la performance. En termes de mesure de la performance et donc du succès, quels sont les indicateurs que vos équipes suivent concrètement ? Alors pour nous, c'est très concrètement, je vous le disais, on a un persona qui s'appelle Lara, mais il y a qui a une mission qui est d'accompagner l'utilisateur tout au long de son parcours au sein de nos services, de l'inscription jusqu'à trouver l'âme sœur. Et comme je vous le disais, il y a des points de contact qui correspondent à des use cases différents chez nous, et chaque use case va avoir son indicateur clé de succès. Donc je vous le disais tout à l'heure, pour l'inscription, ça va être le taux d'inscription, bien évidemment. On a un agent qui permet de proposer des profils. Donc, décris-moi ta personne idéale. Je cherche un homme brun qui habite à Nantes, qui aime l'opéra, par exemple, et qui est sérieux. Et donc, on va proposer des profils. Il est un peu trop âgé pour moi. On va te proposer un autre profil. Et là, ce qu'on va mesurer, par exemple, c'est le nombre d'interactions entre les utilisateurs qu'on aura mis en contact. Donc là, c'est vraiment un indicateur lié à l'activité qui aura été générée grâce à ce chatbot. Pour les cas de plus de coaching, c'est-à-dire où on va donner des conseils, on va au tout début juste demander une note, est-ce que ça t'a plu ou pas. Donc là, on va juste regarder la satisfaction qui est liée à ça. Chaque cas, vraiment, on essaye à chaque fois d'avoir un indicateur clé de succès qu'on va essayer de piloter pour l'améliorer en continu. Et pour Jingo ? Alors pour Jingo, on a une métrique principale, je dirais deux. On en a deux. La première, c'est la même que celle que mentionne Xavier, c'est le taux d'acquisition, donc le nombre de prospects qui ont souscrit à l'offre Orange Bank. Et la deuxième métrique, c'est le taux de conversations qui sont traités intégralement par Jingo. Donc Jingo, quand il ne comprend pas une question, une fois, deux fois, trois fois, il redirige vers un expert humain. Et donc, cette métrique-là est une métrique importante pour la banque. Le nombre de conversations qui sont traitées intégralement, donc du début jusqu'à la fin, par Jingo. Et à ce jour, on est à un peu plus de 50%, autour de 60%. Et l'ambition de la banque, c'est d'avoir à terme un Jingo qui traite 80% des demandes des clients. Et c'est une métrique très, très importante qui permet évidemment de réduire les coûts, mais qui permet surtout de supporter l'ambition de croissance de la banque. Et comme je le mentionnais, l'ambition de la banque est d'avoir 2 millions de clients assez rapidement. Et pour cela, il faut que Jingo puisse répondre de façon autonome à un maximum de conversations, et l'objectif est vraiment d'avoir ces 80%. Après, on a des métriques un peu plus fines. On a également des indicateurs des utilisateurs, où quand vous faites une conversation avec Jingo, on demande de façon aléatoire aux clients de scorer, enfin, d'évaluer la qualité de la conversation. Donc on utilise ça, et puis on regarde, enfin on fait des études marketing assez classiques sur les différents stores, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir qualifier la qualité du ressenti par les clients de Jingo. Et est-ce que vous savez, par exemple, là, un client qui est inscrit chez Orange Bank, dans sa vie de client, par mois, combien de fois il interagit avec Jingo? Quelle est la récurrence d'interaction que Jingo a avec un même client tout au long de sa vie de client? Alors c'est assez difficile de tirer des statistiques à ce stade-là, parce que la banque a été lancée au mois de novembre, donc on n'a pas beaucoup de recul. Mais si je faisais une simple règle de 3, où on a 400 000 conversations, 500 000 à ce jour, 100 000 clients, donc ça voudrait dire 5 conversations par client, mais ça reste une règle de 3. Donc je pense que ça dépend vraiment du profil du client.
Et c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, justement, de tirer un peu plus de statistiques sur quels sont les gens qui ont une appétence avec Django, quels sont les profils qui, du coup, n'ont pas d'appétence. On travaille sur ces problématiques-là parce que l'idée, c'est de se dire qu'il faut détecter très, très rapidement des gens qui ne souhaitent pas dialoguer avec une machine. Et ça arrive, et ça existe toujours, et ça existera toujours, pour pouvoir, parce que ça ne sert à rien d'essayer de les retenir avec Django s'ils ne souhaitent pas parler à Django et souhaitent avoir un expert. Donc on a des initiatives où on travaille sur de l'analyse de sentiments, sur de l'analyse d'opinion, pour pouvoir diriger très, très rapidement les gens qui sont mécontents, par exemple, pour une raison X ou Y et qui ne souhaitent pas parler avec une machine. Après, on a un certain nombre de conversations. Donc, comme je vous le disais, Django, c'est le canal obligatoire d'entrée dans la banque. Et on a des gens qui... donc, leur première intervention, c'est « je veux parler avec un expert ». Donc, ils ne cherchent pas à... Bien que Django pourrait résoudre leurs problèmes, si c'est un problème d'identifiant, un problème de transfert, ils pourraient résoudre leurs problèmes, mais il y a une partie des gens qui, entre 5 et 10%, qui ne souhaitent pas parler à une machine et qui veulent systématiquement parler à une personne humaine. Tu as le même cas avec Lara ? Comment vous gérez la frustration potentielle des usagers ? Alors, encore une fois, je mets sur deux plans différents l'aspect customer care, où effectivement, une personne qui va avoir un problème, qui va vouloir régler, elle va en effet vouloir que son problème soit réglé. Et là, comme je vous le disais, il faut vraiment le faire très bien et le traiter avec beaucoup de sérieux. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment l'équipe customer care qui présente ce projet, parce que c'est un vrai métier. Nous, c'est pour ça qu'on a fait le choix pour le moment, pour ce qui est du service client, d'uniquement adresser les utilisateurs sur un cas qui est assez facile à traiter par une machine. C'est j'ai un problème pour m'identifier. Voilà. Donc c'est un problème pour s'identifier. On peut assez facilement faire un arbre de décision. Je m'en souviens plus, on renvoie un mail pour le réinitialiser. Je l'ai pas reçu sur ma boîte mail, va voir dans tes spams. Enfin voilà, je vais pas faire le déroulé ici, mais on a choisi un cas délibérément où finalement la machine a un taux de succès qui est très fort. Et effectivement, si elle n'y arrive pas, dans ces cas-là, elle renvoie vers le service client classique. Donc un client qui est insatisfait dans ce cas-là, ce qui va être choisi, ce sera plutôt de faire des solutions hybrides dans lesquelles il faut détecter, comme tu le disais, quand l'utilisateur est mécontent, et être capable très rapidement de le passer à un humain. Mais donc ça, c'est un cas sur lequel on travaille là en ce moment qui n'est pas encore live. Pour les autres cas, c'est-à-dire de la proposition de profil, de la création de compte, finalement, j'ai envie de dire, c'est un petit peu du bonus, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, c'est une expérience qu'on propose à l'utilisateur et dans lequel on lui propose quelque chose qu'il n'avait pas avant. Par exemple, lui proposer des profils, qu'un humain lui propose des profils, c'est quelque chose qu'il n'avait pas avant. Donc, effectivement, il y a toujours des utilisateurs qui sont mécontents. Donc, ce qu'on peut faire plus facilement que vous, c'est la carte de l'humour, effectivement. Par moment, nous, on ne peut pas résoudre ce cas-là. Je reviens justement, vous parliez de la question de la persona, je n'ai pas répondu, mais je vais citer mon boss, je suis un peu faillot, mais qui disait que dans les chatbots, tone of voice is a new design, et finalement, l'importance du ton de la voix peut avoir un impact considérable. Juste une petite anecdote, on a fait un A/B test en France où on a testé sur la moitié des utilisateurs une Lara qui fait pas des blagues, mais qui a un ton un petit peu enjoué, avec un ton très casual, et une Lara beaucoup plus neutre. Et on a remarqué que le taux d'inscription était 10% supérieur dans le cas où Lara est plus drôle, entre guillemets. En France. En Allemagne, ça a été différent, par exemple, où par exemple, on vous voit en Allemagne, et c'est intéressant de voir que le ton de la voix permet finalement de résoudre beaucoup de choses. Les ambitions en termes d'expérience conversationnelle pour Mythic et Orange Bank pour 2018, quelles sont-elles ? Alors, nous, il y a effectivement, comme je vous le disais, puisqu'on vient de se lancer, il y a la voix d'un côté. Alors, on se lance, donc on va recueillir les feedbacks utilisateurs. On est plutôt sur la voix sur à la fois une expérience loguée, c'est-à-dire des utilisateurs qui ont un compte Mythic, donc on va leur proposer chaque jour un profil, et ils pourront le recevoir ensuite sur leur téléphone, puisque par définition, la voix, on ne peut pas avoir de profil. Et pour les utilisateurs qui n'ont pas de compte Mythic, on va leur proposer également la possibilité de trouver un lieu près de chez eux s'ils ont un rendez-vous, et des conseils de coaching.
à propos de, voilà, je suis timide, je ne sais pas comment m'habiller, etc. Donc on a détecté des cas qui pouvaient se présenter pour les utilisateurs. Donc il y a la voix, ça c'est pour le canal. Après, l'objectif de base, c'est, je vous le disais, accompagner l'utilisateur tout au long de son parcours. Donc c'est proposer des choses qui lui servent, qui sont utiles, dans lequel l'économie conversationnelle n'est pas un gadget, mais apporte quelque chose en plus à l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment la vision. Et d'un point de vue peut-être un petit peu plus technique, nous, on pense que les succès, enfin, voilà, comme je dis, il faut être très modeste, les chatbots ont encore beaucoup à apprendre, mais là où on essaye de se concentrer, c'est ce qu'on appelle la gestion du contexte. C'est vraiment être capable de retenir ce que l'utilisateur a dit et de lui proposer une expérience personnalisée, pas seulement en fonction de ce qu'il vient de dire à l'instant T, mais également de ce qu'il a pu nous dire avant, de qui ou qui elle est, pour vraiment cette gestion du contexte, pour que quand il dit quelque chose, on ne répond pas uniquement en fonction de ce qu'il a dit, mais de tout un autre nombre de paramètres pour avoir une expérience plus fluide et plus personnalisée. Ça, c'est plus d'un point de vue architecture et technique de l'ergonomie conversationnelle. Et pour Orange ? Alors sur le court terme, c'est de rendre Jingo plus réactif, plus proactif. Pour l'instant, il est plutôt dans un mode réactif. On lui pose une question, il répond, on a un problème, il essaie de le résoudre. Et à court terme, donc pour 2018, c'est de le rendre plus proactif, dans le sens où c'est Jingo qui prend l'initiative de vous contacter en détectant potentiellement un problème, par exemple, en sachant que voilà, votre compte va peut-être être négatif, et donc en vous proposant justement de faire un transfert. C'est sur la partie coaching également, du coup, en essayant de proposer des services, des crédits à la consommation, en traitant des problématiques personnelles ou personnalisées par rapport aux clients. Donc, c'est tout autour de cette thématique de proactivité et d'être plus proactif en proposant des services. Et il y a énormément de choses qui peuvent être faites avec de l'IA, parce que l'IA peut analyser énormément de données et donc répondre à beaucoup de problématiques. Et donc l'ambition à plus long terme, c'est vraiment d'avoir un coach virtuel financier qui puisse vous connaître, analyser vos données, bien sûr après que vous ayez accepté que celui-ci le fasse, et puisse du coup vous proposer des services qui soient vraiment personnalisés et adaptés, comme pourrait le faire un conseiller bancaire actuel, mais du coup avec la puissance de l'IA qui permet d'analyser et d'avoir une connaissance à 360 degrés du client, et d'analyser des millions de données qui permettraient du coup d'apporter des solutions très personnalisées et pertinentes à chaque client. Donc ça, c'est vraiment l'ambition à plus long terme. Mais pour 2018, on va essayer de rendre Jingo plus proactif et qu'il puisse du coup contacter les clients à son initiative, plutôt que d'être dans un mode qui est le mode actuel où il répond à des questions. Merci beaucoup à tous les deux.